La question de la violence est extrêmement présente dans la société française actuelle et le délitement de la famille y contribue. C'est-à-dire que lorsqu'on peut se prendre et se déprendre à volonté entre les conjoints, évidemment ça crée des conflits, évidemment ça crée du ressentiment, ça crée... la société française est en plus sous forte pression de tas de manières possibles, mais je pense à la prégnance des écrans auprès des plus jeunes, avec le meilleur, le magistère de l'Église, la Bible, mais le pire aussi, et beaucoup trop souvent le pire. Et nos enfants ont accès à ça, voilà. Et donc la violence est inscrite au cœur des familles. Et en même temps, la famille est ce lieu de l'amour inconditionnel, même les parents maltraitants. Et je parle en médecin, pour avoir accompagné des parents maltraitants, même les parents maltraitants aimeraient bien faire. Et n'y parviennent pas eux-mêmes. Donc il y a une façon pour la société, évidemment de réprimer, évidemment d'encadrer, mais c'est largement insuffisant. Parce que quand on réprime, on arrive après la violence. La violence a déjà eu lieu, elle a déjà eu son effet destructeur. Et nous aurions tous intérêt à travailler en amont, c'est-à-dire à faire de la prévention. Nous préconisons en particulier une préparation à la conjugalité. Alors après, il faut trouver les modalités, sans doute en mairie. Pourquoi la conjugalité, pas au mariage? Parce qu'aujourd'hui, le mode d'union le plus fréquent, c'est plus le mariage, et donc il faut aider les jeunes couples à bien se traiter mutuellement. La mairie est un lieu où la puissance publique croise les jeunes couples à un moment donné. À ma génération, on faisait de la prévention en faisant des prises de sang avant le mariage, donc il y avait cette certitude qu'à ce moment-là, il fallait en profiter pour prévenir certaines maladies transmissibles. Eh bien, aujourd'hui, la première des maladies, c'est la violence. Et la puissance publique, donc les mairies, pourraient, au moment de la demande d'un PACS, au moment de la demande d'un certificat de vie commune, au moment de la demande d'un mariage, en profiter pour proposer, pas imposer, mais proposer aux jeunes couples des rencontres pour d'abord travailler qu'est-ce que sont ces trois régimes matrimoniaux et à quoi est-ce qu'ils m'engagent, trois régimes conjugaux plus exactement, à quoi ils m'engagent, quels sont mes droits et mes devoirs. Voilà, ils découvriraient sans doute des choses, entre autres que le mariage implique la fidélité, s'il n'implique pas l'amour pour le mariage civil. Mais on pourrait également travailler sur la résolution non violente des conflits en proposant aux couples d'expérimenter comment la communication non violente ou d'autres méthodes peuvent aider à, quand on a un conflit, le surmonter, mais aussi, même chose avec ses propres enfants. Comment est-ce qu'on peut, dans la famille, résoudre un conflit avec ses enfants autrement que par la violence? Il y aurait une meilleure maltraitance, mais une meilleure traitance, on va dire, un néologisme dans les familles, à la fois entre les conjoints, mais aussi auprès des enfants. À la question de l'EVARS, l'éducation à la vie affective et relationnelle et à la sexualité était très présente dans l'actualité, entre autres l'actualité des AFC ces derniers mois. On peut remonter déjà à quelques mois en arrière. Alors, nous avons beaucoup pris la parole sur ce sujet-là, non pas que nous soyons monomaniaques sur cette question de l'éducation sexuelle, mais parce que c'est la base, ce sont les fondations de ce que sera le couple plus tard et ce que sera la vie de famille plus tard. Et donc il y a des enjeux très importants autour de l'éducation affective, relationnelle et sexuelle. Nous avons pris la parole de tout un tas de manières pour essayer de montrer notre position qui est de répondre aux questions existentielles des enfants. On entend beaucoup dire qu'il ne faut pas parler de sexualité aux enfants, qu'il faut garder leur pureté et leur innocence. Il me semble que c'est une drôle de façon de considérer ce qu'est la pureté et l'innocence. J'espère que des adultes ne se sentent pas impurs parce qu'ils ont une vie sexuelle, j'espère. Voilà, et que la sexualité n'est pas à confondre avec l'impureté et le manque d'innocence. En tout cas, les enfants, ils n'ont pas des questions autour de la sexualité, pas du tout. Ils ont des questions existentielles. Comment je suis arrivée dans ce monde ? J'étais où avant maman? J'étais où? Et avant encore maman? Et puis, d'accord, la petite graine de papa, mais elle est venue comment la petite graine? Et c'est tout ça,
pour lesquels ils ont besoin de réponses. Et s'ils n'ont pas leur réponse, eh bien, ils vont aller chercher dans ce petit objet qu'ils ont tous dans la poche et sur Internet, et ils auront des réponses. Donc si ce ne sont pas les parents et les associations de confiance qui aident les parents, qui font l'éducation affective et sexuelle, c'est le porno, je le dis assez crûment, c'est le porno qui fait l'éducation sexuelle de nos enfants. C'est la réalité aujourd'hui. Quand les parents parlent suffisamment tôt, même si c'est imparfait, même s'ils ne sont pas à l'aise, même s'ils cherchent leurs mots, mais quand ils parlent suffisamment tôt, ça fait socle dans le cœur et l'esprit de leurs enfants. Mon papa, quand j'ai 7, 8, 9 ans, mon papa, il a toujours raison. Et ma maman, c'est elle qui dit toujours la vérité. Voilà, ils ont ça dans le cœur. Et donc, quand on vient leur apporter cette vision-là, celle que nous portons, eh bien, tout ce qui vient ensuite est par rapport à ce qu'a dit papa ou maman. Et donc, ils sont beaucoup plus armés pour faire le tri par rapport à toutes les visions fausses, les visions tordues qui leur seront transmises. Donc, on s'engage, nous, les AFC, et on aide les parents en ayant développé un programme qui s'appelle Grandir et aimer. Ce programme s'adresse aux enfants d'âge CM1, CM2, soit dans le cadre de l'école, soit dans le cadre de l'école catholique. On a un agrément, une demande d'agrément qui est en cours pour l'éducation nationale, soit dans le cadre de la catéchèse, soit dans le cadre de groupes informels. Ce sont des réunions avec les parents, où les parents sont informés de tout ce qu'on va dire à leurs enfants. Et donc, il y a une transparence. Et ce qu'on reproche au programme EBAR, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Et s'il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de confiance. Et ensuite, il y a 2 séances devant des groupes d'enfants non mixtes, petits groupes de 12-15 petites filles ou 12-15 garçons, 2 fois 1 heure, où on leur parle de l'amour, de la famille, de la succession des générations, du couple, et puis du corps. On les prépare à la puberté, parce qu'ils sont peu de temps avant la puberté. Et puis, comment vient la vie, et puis le développement, la grossesse, l'accouchement, etc. Et c'est assez merveilleux de faire cette information auprès des enfants, parce que s'ils sont un peu agités au début, quand on en arrive à comment vient la vie, et qu'ils voient des photos de petits embryons du fœtus in utero, il n'y a plus un bruit dans la classe. Et quand on explique à des petits garçons le fonctionnement subtil du cycle féminin, alors pas dans tous les détails, mais quand même, eh bien, même chose, ils ont une attention. Et donc, on peut faire l'éducation sexuelle auprès des enfants extrêmement respectueuse de ce qu'ils sont, de leur maturité, qui leur permet de se projeter dans la vie, non pas en voyant la sexualité comme le champ des possibles et le champ de la consommation réciproque consentante, ce que nous donne le programme, puisque cette histoire du consentement est presque obsessionnelle, mais comme un chemin de vie. C'est pour plus tard, c'est pas pour tout de suite, c'est quand je serai mûr, c'est quand je serai prêt, mais je suis tranquille par rapport à ça. Ce n'est plus une inquiétude, et tous ces trucs sur les réseaux sociaux, tout ça, ça m'intéresse plus parce qu'en fait, je sais la vérité, je sais comment vient la vie. Voilà, donc il y a des enjeux très forts. Ces enjeux-là, on les défend auprès du ministère. On sera reçu bientôt au ministère de l'Éducation nationale. On travaille actuellement à un recours contre ce programme pour essayer que les parents aient toute l'information en amont. C'est indispensable, alors qu'on parle en continu du consentement dans le programme, que les seuls à ne pas consentir, ce sont les parents qui sont priés de fermer les yeux sur ce qui sera donné à leur enfant à l'école. La France prend conscience que sa natalité a décroché. Alors elle en prend conscience tout récemment, parce qu'elle a décroché fortement, mais en fait, il y a exactement 50 ans, même 51 ans, depuis 1974, que la France n'assure pas le renouvellement de ses générations. Pour renouveler une génération, il faut être à plus de 2,1 enfants par femme. Eh bien, depuis 1974, nous n'y sommes plus. Donc, on ne s'en rend pas trop compte parce qu'avec l'immigration, on a toujours un bon solde démographique, mais la réalité, c'est celle-là. Alors depuis exactement l'année 2023, c'est moins 48 000 naissances en une seule année, alors qu'entre 2012 et 2022, nous avions perdu, mais sur 10 ans, 100 000 naissances. Donc on voit qu'il y a vraiment ce décrochage qui nous fait collectivement nous réveiller, mais en fait, les choses étaient déjà là, étaient déjà visibles. Le haut-commissaire au plan, François Bayrou, en mai 2021, fait déjà un rapport sur les conséquences de cette chute de la démographie par rapport à notre modèle social qui est fondé sur la solidarité entre les générations. Donc c'était quelque chose de connu,
comme nous étions dans les, on va dire, les bons élèves de l'Europe, longtemps on s'est disputé avec l'Irlande la première place, eh bien nous faisions notre cocorico et nous disions, voilà, nous sommes les meilleurs. Nous ne sommes plus les meilleurs aujourd'hui et nous sommes en train de nous enfoncer, de rejoindre la moyenne européenne qui est à 1,5 enfants par femme. Et le risque, c'est, parce qu'on ne voit pas tellement de mesures qui aillent dans le bon sens, c'est que ce décrochage continue et qu'on se retrouve avec l'Italie ou avec l'Espagne autour de 1,20 enfants par femme. On a aussi l'impression qu'en dessous d'un certain seuil, les pays ne parviennent plus du tout, malgré les mesures qu'ils mettent en place, à redresser leur natalité. Je crois qu'il y a un goût de l'enfant, de la famille nombreuse qui se perd, et en dessous de 1,2, 1,1, on voit en Corée par exemple, eh bien, malgré tous les efforts, la Chine aussi, incroyable, la Chine qui a beaucoup mené sa politique de l'enfant unique, maintenant a autorisé 2, puis 3 enfants, puis envisage d'interdire l'avortement, alors que c'était un mode de régulation des naissances archi courant en Chine. Voilà, donc il y a un vrai sujet. Actuellement, ce qui est plutôt encourageant, c'est que les deux gouvernements, celui-ci et celui de Michel Barnier, se sont enfin emparés du sujet et travaillent enfin la question et auditionnent, écoutent, regardent, travaillent. Donc le sujet est pris en compte. Je crois qu'on a pris conscience qu'il y avait un problème sur la natalité. Il faut encore prendre conscience, et c'est en train de se faire, qu'il y a un lien entre politique familiale et natalité. Certains sachants continuent de dire que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas notre cas. Nous, on observe bien que chaque fois qu'il y a eu, la politique familiale a été attaquée, par exemple en 2012-2013 au moment de François Hollande, à chaque fois il y a eu un décrochage. Mais on observe aussi dans les pays européens proches de nous, dans notre cercle occidental, culturel, que quand on met des mesures de politique familiale efficaces, c'est-à-dire avec le bon diagnostic qui entraîne les bonnes mesures, eh bien la natalité se met à remonter. Je pense à la République tchèque par exemple, je pense à l'Allemagne au début des années 2000, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Au début des années 2000, le ministre de la Famille en Allemagne était Ursula von der Leyen et elle avait mis en place des mesures efficaces, entre autres autour de l'accueil de l'enfant dans les crèches avec un droit opposable à la garde d'enfants, avec des écoles l'après-midi dans toutes les communes allemandes. Eh bien la natalité s'était mise à augmenter. L'Italie, à contrario, a fait il y a 3 ans, a pris des mesures très fortes économiquement, en mettant énormément d'argent pour aider les familles, mais sans doute, je ne suis pas l'experte de la question italienne, mais sans doute faire le bon diagnostic, qui est sans doute la question de la garde des enfants, parce que jusqu'alors, les enfants étaient gardés par les grands-mères, et les grands-mères, les nonnas en Italie, aujourd'hui, eh bien, elles travaillent, elles partent en vacances, enfin, elles vivent la vie des seniors européens habituels, et le clan italien familial qui a longtemps persisté à la suite du Covid, c'est un petit peu affaissé. Et donc, on a besoin d'un très bon diagnostic, juste en France, pour notre pays, avec nos difficultés, nos forces, nos faiblesses, et pour mettre ensuite les bonnes mesures. Et nous préconisons, entre autres, de travailler sur la question des congés parentaux, parce que quand on écoute les femmes, les mères de famille, elles disent, pour une bonne part, disent on veut s'arrêter un petit peu, on a besoin de temps et d'argent autour de la naissance, on a besoin de s'arrêter un peu, mais pas trop. Donc il y a besoin d'un congé parental de 6 mois à 1 an, ce que Emmanuel Macron appelait le congé de naissance, 6 mois à 1 an. On préconise qu'il soit rétribué à 75% du salaire comme le fait la Suède, qui a un bon taux de natalité, et qu'il y ait la liberté de s'organiser entre le père et la mère pour le prendre. Laisser de la liberté aux familles et non pas piloter les familles depuis l'extérieur. Et puis, pour celles qui voudraient prendre vraiment du temps jusqu'à l'entrée à l'école, 3 ans, eh bien faire une indemnisation autour ou un petit peu en dessous du SMIC, en tout cas beaucoup plus haute que l'indemnisation qui est autour de 430 € actuellement. Voilà, donc pour nous en France, les besoins sont autour du congé parental. Voilà, ce d'autant que les modes d'accueil sont insuffisants et que si on met toutes les femmes au travail, les modes d'accueil ne suffiront pas et qu'on se retrouvera dans une situation impossible. Nous insistons sur la question de la famille et non pas des familles, comme on nous le répète à longueur d'interviews où on nous dit maintenant il y a différentes façons de faire famille. C'est vraiment un mantra qui est très installé dans les têtes. Eh bien, nous tenons que non, il n'y a pas différentes façons de faire famille. Il y a une façon qui est commune et il y a des échecs à cette façon de faire famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les 2 tiers des enfants mineurs
Je donne une preuve, les 2/3 des enfants mineurs vivent avec leur père et leur mère de naissance. 9% vivent dans des familles recomposées, et c'est un chiffre qui ne change pas depuis les années 90, et 25% à peu près vivent dans des familles monoparentales. Les familles monoparentales augmentent, et les familles unies, et je ne parle pas non plus de familles traditionnelles, parce que ça sent la naphtaline, la poussière, le traditionnel, et plutôt la famille unie, eh bien elle tend à diminuer. Eh bien, dire il y a différentes façons de faire famille est une façon de négliger ce phénomène. Les familles monoparentales sont en souffrance économique, en souffrance éducative, psychologique. Il suffit de voir les émeutes qu'il y a eu dans les banlieues à l'été 2023, et le chef de l'État remarquait que 60% des jeunes venaient de familles soit issues de la DAS, soit issues de familles monoparentales. Eh bien, on peut comparer ces 60% aux 25% dans la population générale. Donc il y avait une surreprésentation des enfants venant de familles éclatées. Donc, socialement, le fait qu'il y ait des familles monoparentales contribue à déliter la société. Et nous devrions tous arrêter avec il y a différentes façons de faire famille, pour dire il y a une voie générale, qui n'est pas une voie obligatoire, mais qui est une voie générale, le constater simplement, parce que les faits sont têtus, et encourager, soutenir la famille durable, la famille unie, pour le bien de tous, pour le bien des enfants, mais aussi des conjoints. Il est plus heureux d'être dans un couple uni, avec des hauts, avec des bas, avec des difficultés, bien sûr, mais dans une famille unie qui tient bon et qui traverse la vie ensemble. C'est meilleur pour les personnes et c'est meilleur pour l'ensemble de la société. Et puis, ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a d'autres façons de définir la famille qui sont la manière des philosophes qui disent ou des sociologues qui disent que la famille, c'est la manière qu'ont eu les sociétés d'articuler la différence des sexes et la différence des générations. On voit cette croix qui se croise au niveau de la famille. J'aime bien cette définition parce que ce qui se croise au niveau de la famille, en fait, c'est la relation sexuelle, c'est la sexualité. Il ne faut pas l'oublier, voilà, il ne faut pas être irénique. Ce qui fait la famille, c'est la sexualité. Eh bien, des personnes aussi différentes que le philosophe chrétien Fabrice Adjage ou la sociologue plutôt de gauche Irène Théry disent la même chose, disent que c'est cette façon qu'ont les sociétés de s'organiser. Eh bien, certains ne parviennent pas, n'arrivent pas à articuler la différence des sexes et la différence des générations. Soit qu'il y ait un parent qui manque, soit qu'il y ait un couple qui soit avec deux adultes de même sexe, soit qu'il n'y ait pas d'enfants. Voilà, la famille n'est pas un modèle. Je crois aussi qu'on a eu tendance à modéliser la famille sur le modèle sociologique des années 60, c'est-à-dire la famille nucléaire, papa, maman, les enfants. Dans les années 60, exode rural, ces clans familiaux qui étaient un petit peu le mode d'existence de la plupart des Français se délitent, se recomposent différemment et on se met à penser la famille comme nous le dit la sociologie, c'est-à-dire le foyer fiscal. Eh bien, pour l'Église, la famille, ce n'est pas le foyer fiscal. L'Église dit la famille, c'est une communauté de vie et d'amour fondée sur le mariage entre un homme et une femme ouverte à la vie, éducatrice de ses membres, cellule fondamentale de la société. Elle dit tout ça, mais elle dit c'est d'abord une communauté de vie et d'amour. À chaque génération, elle se noue par le mariage, c'est ça qui la noue solidement, mais elle ne la définit pas par ses membres. Et ça, je trouve ça précieux. Ça montre la grande sagesse de l'Église qui n'oublie pas les grands-parents, qui n'oublie pas cet oncle ou cette tante qui n'ont pas trouvé, comme on dit, chaussures à leurs pieds, qui n'oublie pas ce veuf, cette veuve. Voilà. Ça, tout ça, c'est la famille. Et nous devrions, nous tous, penser collectivement la famille de manière beaucoup plus inclusive, plutôt que exclusive avec ceux qui n'en sont pas. Alors Viva, c'est une centaine d'ateliers, conférences, de plénières avec une multitude de thèmes qui sont traités et qui sont pensés pour être au plus près des questions des familles. Je vous donne des exemples. Face à une grossesse imprévue, comment écouter ? Quelle femme, jeune fille, n'a pas été dans cette situation où elle recevait une confidence et elle ne savait pas comment réagir? Sur le couple, comment oser se faire aider au bon moment? Ne pas attendre que tout dysfonctionne pour se faire aider. Sur la famille, éducation affective et sexuelle, que dire à mon enfant entre 8 et 12 ans? C'est vraiment une question très fréquente des parents. Mais aussi, comment aider mon enfant à réussir à l'école? Sur les questions de fin de vie, quelle actualité sur la fin de vie? Où allons-nous? Comment prendre ce sujet?
et puis sur les fragilités, le burn-out, comment le prévenir et le guérir. Et là, on sera avec Hélène Bonhomme, et donc qui est vraiment très connue, mais d'autres intervenants de très bon niveau aussi. Nous aurons Blanche Trêbe, nous aurons le philosophe Rémi Brague, nous aurons le comédien Mehdi Djahadi qui nous offrira son dernier spectacle qui s'appelle Couleur framboise et qui est sur l'infertilité qu'il a, lui, traversé en famille. Voilà, donc une multitude de thématiques, toutes au plus près des besoins, des questions sur la maladie psychique, sur toutes les questions autour de l'éducation, je pense à la question de l'autorité, voilà, une multitude de sujets. Et je pense que la difficulté sera de choisir, parce que dans tous ces thèmes, on a envie de tout faire.